Monsieur le directeur du bureau pays l'OIT, Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Messieurs les représentants des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de travailleurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes très sincères félicitations au Conseil national du patronat du Sénégal pour cette initiative. Le Conseil national du patronat montre qu'il entend parfaitement qu'au-delà de la défense des intérêts de leurs membres, les organisations professionnelles se doivent d'être des cadres d'échange et de production face aux enjeux actuels du monde du travail. Mesdames et Messieurs, la perturbation que connaît le monde du travail est historique. En 2020, selon l'Organisation internationale du travail, 8,8% des heures de travail au niveau mondial ont été perdues par rapport au quatrième trimestre de 2019, ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à temps plein. Les pertes en heures de travail pour 2020 ont été environ 4 fois plus importantes que pendant la crise financière mondiale de 2009. Pour 2021, on s'attend à une baisse de 3% des heures de travail comparativement au quatrième trimestre de 2019, ce qui équivaut à 90 millions d'emplois à temps plein. Incontestablement, avec la COVID-19, les tensions internes au droit du travail, nées de la nécessité de concilier finalité sociale et finalité économique, ces tensions prennent un tour plus dramatique. Il devient donc impératif de répondre aux questions suivantes. Comment conjuguer impératif sanitaire, protection de la santé des salariés et impératif économique, maintien de l'activité des entreprises? Faut-il confiner pour protéger la santé des salariés au risque de paralyser l'activité économique? L'administration du travail a activement contribué à la lutte contre la propagation de la COVID-19 dans le monde du travail et pour ce faire, elle a eu à engager d'importantes actions. Avec le double objectif suivant, d'une part, contribuer au renforcement de la résilience des entreprises, de l'autre, protéger autant que possible les emplois et favoriser la reprise économique. Toutefois, à l'épreuve de la pandémie, des insuffisances de la législation sociale nationale ont été relevées par tous les acteurs du monde du travail, notamment au plan de l'organisation du travail. Monsieur le Président, je sais que le Président Baïdiagne est féru d'humanité. Voilà pourquoi je voudrais m'autoriser une digression qui nous concerne, puisque nous en sommes à un saut civilisationnel, je le disais tout à l'heure. Cette digression, la voilà, les paléontologues mettent en débat le sujet suivant. Est-ce la fonction qui crée l'organe ou est-ce l'organe qui crée la fonction? Pour ceux qui se disent qu'est-ce qu'il est en train de débiter, je voudrais insister sur un certain nombre de paramètres qui font que l'humain est reconnaissable. L'un de ces paramètres, c'est que l'homme, comme le dit André Leroi-Gourhan,
dispose de ce qu'on appelle une station verticale. L'homme est cet animal-là qui se tient debout. La station verticale induit la libération de la main. Si nous étions des quadrupèdes, nous n'aurions pas de main. C'est parce que nous sommes debout que nos membres antérieurs sont libérés et que nous avons ce qu'on appelle une main. Une main, disent les paléontologues, qui se particularise par le fait qu'elle a des doigts, mais qui sont conformés de la manière que nous savons. 4 d'un côté, 1 de l'autre. Ils indiquent qu'il y a opposabilité du pouce avec les autres doigts. Et ça induit beaucoup de choses, la préhension, beaucoup de choses deviennent possibles puisque l'homme dispose d'une main. Autre élément important, cet homme dispose de ce qu'on appelle un dispositif phonateur qui lui permet d'agencer des sons et donc de parler. Milliers de langues existent. Autre élément qui est aussi considérable, c'est la richesse du cerveau humain, avec des dizaines de milliards de neurones. C'est tout cela qui fait l'humanité. Alors, question, disent les anthropologues, est-ce que tout cela a existé dès le départ ou est-ce que c'est une acquisition? Entendu autrement, est-ce que ce sont les conquêtes qui ont été faites qui ont permis à l'homme de se redresser et d'être tel qu'il est, ou est-ce que dès le départ et de tout temps, il a été tel qu'il est? Pouvons revenir à nos humanités pour essayer de trancher cette question. J'ai indiqué tout à l'heure que nous en sommes à un saut civilisationnel. Et personne parmi nous ne peut dire « je vais me mettre en retrait ». Que nous le voulions ou pas, le mouvement du monde nous emporte et nous voyons bien que ce mouvement du monde nous impose par rapport à notre législation du travail de nous ajuster, de nous adapter. Sous l'effet de la COVID-19, la règle des 3 unités, lieu, temps, action, socle de l'exécution du contrat de travail, eh bien cette règle a sérieusement été remise en question. La chose est connue, avec la règle de l'unité de lieu, le travail se déroule ou se déroulait dans l'entreprise. En effet, d'après l'article L3 du Code du travail, je cite, « L'entreprise comprend un ou plusieurs établissements, personnes, travaillant en commun en un lieu déterminé, usine, local ou chantier, sous une autorité commune représentant l'entreprise. » Fin de citation. Or, avec la pandémie, lorsque les mesures de confinement ou de maintien à domicile sont entrées en vigueur, de nombreux travailleurs ont été invités à télétravailler à domicile, si leurs fonctions le permettent. Monsieur l'expert indiquait tout à l'heure que cela est possible pour un registre de travail donné. Et il a donné l'exemple du conducteur de car pour lequel il dit manifestement la chose n'est pas possible. J'aurais ajouté n'est pas encore possible. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi pas un conducteur de bus qui télétravaillerait? Ce n'est pas une science de la science-fiction, c'est demain. C'est demain. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la personne que vous avez citée qui est absente de cette salle parce que la cérémonie ne lui permet pas de parler, je parle du secrétaire général du PIT, vous aurez dit, si elle était présente dans cette salle, que sa philosophie du monde est adossée à un principe qui veut que ce monde-là qui a transformé, il faut d'abord et avant tout le comprendre. Le devoir d'interprétation du monde demeure une exigence pour tous ceux qui veulent transformer ce monde. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent penser le monde d'aujourd'hui avec les catégories d'hier, ils ont tout faux. Voilà pourquoi les partisans de cette personne dont vous parlez, qui n'est pas ici présente, sont adossés à ce qu'on appelle la dialectique. La dialectique est vraiment tout le contraire des perceptions absolument dogmatiques, absolument métaphysiques, des conceptions fixistes qui pensent que le monde est rivé
à une sorte, disons, d'arête dont il ne peut pas bouger. Les choses bougent, elles évoluent. Il faut les penser dans leur mutation et faire attention au fait que le Sénégal n'est pas un îlot isolé du reste du monde. Que nous le voulions ou pas, nous sommes de plus en plus, quoique différents, ensemble et engagés dans un processus de mutation absolument accéléré. Il faut donc être attentif au fait que les repères ne sont plus les mêmes, au fait qu'il y a des choix qui ne sont plus possibles, au fait qu'on ne peut servir toutes les personnes dont on se prévaut de vouloir les servir qu'en comprenant d'abord leur être réel, ça veut dire le monde dans lequel, même cette personne n'étant pas présente dans cette salle, elle ne peut pas, Monsieur le Président, dire tout cela. Je voudrais insister sur le fait que le télétravail, qui correspond à une organisation du travail permettant aux salariés d'exercer leur activité en dehors des locaux professionnels grâce aux technologies de l'information et de la communication, ce télétravail a ainsi suscité un regain d'intérêt dans notre pays. Et tout bien considéré, ça a été dit par monsieur l'expert, ce télétravail comporte de nombreux avantages, quoique il ait également des inconvénients que nous ne devrions pas négliger. Ces avantages sont pour l'employeur une augmentation de la flexibilité des ressources humaines, mais aussi une réduction de l'absentéisme et des retards, surtout dans les grandes villes en cas de bouchons. Une meilleure intégration des salariés handicapés dans les entreprises et des salariés ayant des contraintes familiales importantes. De plus, si l'entreprise ne possède pas de locaux adaptés aux personnes handicapées, elle peut tout de même en recruter grâce au télétravail. Une meilleure gestion des déménagements et des transferts d'activités. Si l'entreprise change de lieu d'activité, il est possible d'éviter les licenciements liés au changement de zone géographique. Une réduction des frais généraux et des dépenses, pas de frais de transport pour l'employeur, moins de frais pour l'aménagement de locaux. Il y a donc du bénéfice pour le patronat avec le télétravail. Du côté du télétravailleur, il y a une réduction et même une suppression des temps de transport. Des horaires de travail plus souples, qui laissent en principe plus de temps au télétravailleur dans sa journée et dans sa semaine. Plus de temps pour qu'il se concentre sur sa vie familiale, pour qu'il se concentre sur ses passions, pour qu'il puisse bénéficier ou avoir des loisirs. Du point de vue du principe. Inquiétude grosse tout à l'heure, le temps du télétravail semble ne pas être le même temps. Autrement dit, 1 heure ne signifie pas forcément la même chose partout. Un gain en autonomie et en responsabilité, car le télétravailleur organise lui-même son emploi du temps. Il y a également une diversification des tâches, car le télétravailleur peut facilement alterner son travail professionnel et ses diverses tâches quotidiennes. Travail dans la maison, travail bénévole, tâches parentales, il peut allier tout cela. Donc le télétravail présente également pour le travailleur des avantages comparatifs si, bien entendu, on l'encadre de manière intelligente et que là encore le progrès ne soit pas transformé en instrument de pressurisation, en instrument d'écrasement, en instrument de domination. Tout est dans l'équilibre, dans l'intelligence que l'on peut avoir de ce qu'il faut faire, de cette innovation-là, qui, que nous le voulions ou pas, nous rattrape. Et évidemment, il y a également que le cercle devient absolument plus grand. Tout à l'heure, M. Dia disait que quelqu'un qui serait de notre pays pourrait, en même temps qu'il sort de ce pays-là et qu'il va chez lui, continuer à conserver son travail. Cela traduit en notre langage, monsieur le secrétaire général, ça veut dire que moi, travailleur sénégalais, je serai concurrencé par un travailleur, disons, des autres pays. Puisque ce que je fais, il peut lui le faire. Je ne sais pas si on voit le retentissement que cela peut avoir. Est-ce que ça règle le problème?
Bon, je ne parle pas du CNT puisqu'il a parlé en des termes assez avenants de la personne qui n'est pas là, mais vous savez que ce qui meut certaines personnes, c'est finalement ce qu'ils peuvent gagner dans les opérations qu'ils engagent. Voilà pourquoi certains scrupules n'arrêtent pas tout le monde. Nous entrons dans une nouvelle ère, avec de nouveaux paradigmes, de nouvelles exigences. Effectivement, il faut réfléchir à ce qu'ensemble, nous pouvons faire pour que cela nous profite et que cela ne nous desserve pas. Mesdames et messieurs, les organisations où le télétravail était déjà monnaie courante et celles qui ne l'avaient jamais expérimenté auparavant ont été soumises aux mêmes exigences, pavant ainsi la voie à la plus importante expérience de télétravail généralisée vue à ce jour en l'absence de toute disposition juridique spécifique. C'est normal. Nous ne pouvions pas avoir des dispositifs juridiques pour une chose qui n'existait pas chez nous. Maintenant qu'elle est là, il faut que nous l'encadrions. D'où l'intérêt que nous portons à l'étude réalisée par le Conseil national du patronat du Sénégal. Cette étude est en cohérence avec la vision de notre pays et s'inscrit dans le projet de réforme de notre législation du travail. Il en est de la législation du travail comme de la législation en général, il en est de même que des vêtements. Quand on a 2 ans, on est habillé d'une certaine manière avec certains vêtements. Ces vêtements ne sont plus saillants quand on a 10 ans. Quand on a 20 ans, on ne peut plus les porter du tout. Voilà pourquoi il y a évidemment besoin de réflexion sur notre législation du travail pour qu'ensemble, nous la réformions, cette législation. Le télétravail occupe une place importante parmi les principales pistes identifiées avec l'ensemble des partenaires sociaux lors de l'atelier du 18 décembre 2020 organisé à Dakar par le ministère en charge du travail. D'ailleurs, son intégration dans le Code du travail a déjà fait l'objet d'un consensus tripartite. Nous nous sommes entendus sur le fait qu'il fallait que nous légiférions sur le télétravail et que nous l'introduisions dans notre Code du travail. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, les conclusions de votre étude seront d'une grande utilité dans la refonte de notre législation et j'espère qu'elles seront partagées avec l'ensemble des acteurs du monde du travail. Et terminer mon propos sans encore une fois adresser mes très sincères remerciements au Bureau international du travail pour l'appui et le soutien constant qu'il apporte à notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention.